Bonsoir. Sur le salon Rent, on ne parle pas que digitalisation des pratiques professionnelles, modernisation, innovation. On peut parler aussi de réglementation, de loi. Et les deux, on va le démontrer au cours de cette table ronde, sont finalement très proches. D'abord parce que le législateur lui-même montre la voie, parfois. C'était dans la loi Allure, c'était dans la loi Elan. On trouve que des voies s'ouvrent pour les professionnels et parfois précèdent même des innovations des entreprises. Et puis, une loi récente vient de tomber, la loi Climat Résilience, 22 août 2021. Beaucoup d'entre nous étions en vacances, mais le législateur a travaillé. Le législateur, d'ailleurs, nous rejoint en la présence, en la personne de Michaël Nogal. Cette loi, elle ne met pas explicitement le digital au cœur du débat, mais incontestablement, elle compte aussi sur la digitalisation, sur la numérisation des pratiques pour permettre une transition environnementale plus efficace. Pour simplifier, un volet logement massif dans cette loi qui vise à la fois le parc locatif privé. En clair, on ne pourra plus louer dans les années qui viennent si on ne met pas à niveau de vertu énergétique les logements. Et puis en copropriété, même chose. Des outils sont donnés. Alors c'est pas coercitif, mais on indique évidemment le chemin aux copropriétaires et on fait en sorte que par le diagnostic, par la programmation, par l'épargne aussi, ils arrivent à faire évoluer les immeubles collectifs vers la vertu environnementale. Alors le digital dans tout ça, en quoi peut-il servir la cause de la transition énergétique pour identifier des voies autour de moi, des spécialistes, alors à des titres divers. Je cite celui qui est le plus loin de moi pour l'instant, c'est Arnaud Accard. Il est le président fondateur d'une société qui s'appelle ImoDirect. Il nous dira en quelques mots quel est le métier d'ImoDirect. Mais clairement, c'est une start-up digitale. Il a toute sa place dans ce salon Rent. À mon côté, Sylvain Lefalère, il est le président fondateur lui aussi d'Eloat. C'est un acteur du digital, là encore, exposant sur ce salon. Et puis, ils sont à ma gauche, ils se sont mis naturellement côte à côte d'ailleurs, deux représentants des institutions. Et les institutions, aujourd'hui, elles veulent embarquer la nation, les habitants, les copropriétaires, les propriétaires bailleurs, dans cet élan de transition environnementale. La plus proche de moi, Roselyne Conan, elle est la directrice générale de l'ANIL, le réseau des ADIL. Elle nous redira, même si tout le monde le sait, pas tout à fait, ce qu'est l'ANIL et sa contribution pour les ménages en France sur le logement. Un homme qu'on ne présente plus, surtout ici, parce qu'il a déjà débattu aujourd'hui même, d'ailleurs, c'est Michaël Nogal, député de Haute-Garonne, mais président du Conseil national de l'habitat. Et puis peut-être, surtout, dans ce débat, le rapporteur du projet de loi, devenu loi Climat Résilience. J'ai évoqué ce texte-là. Et il était avant cela, avant qu'il n'arrive, j'évoquais les précédents textes aussi, le rapporteur de la loi Elan, dans laquelle on trouvait effectivement une orientation vers le digital très marquée. Michaël, je vais commencer par toi parce que le législateur peut anticiper sur les acteurs privés, peut en tout cas et doit compter sur eux lorsqu'il décide que la transition environnementale doit devoir se faire, et avec une programmation dans le temps qui est très claire, une chronologie exigeante, certains disent irréaliste, trop exigeante, peu importe, la règle du jeu, ça y est, elle est là aujourd'hui. En quoi le député, rapporteur que tu as été, considère-t-il que le digital peut servir la cause de l'efficacité environnementale ? Alors d'abord rappeler les deux grands objectifs de la loi Climat et Résilience, c'est améliorer le quotidien des Français dans le logement, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait près de 5 millions de passoires thermiques dans lesquelles les Français ont du mal à se chauffer, dépensent beaucoup d'argent pour avoir de l'énergie qui est gaspillée, et en même temps un défi climatique. La lutte contre le dérèglement climatique. Macronien. C'est important en même temps parce que l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Et là-dedans, le numérique, il a une part énorme à jouer. D'abord, sur la meilleure connaissance de l'état du logement et de la consommation d'un logement. Je suis sûr que si on interroge les Français sur la consommation de leur logement et leur impact sur l'environnement, il n'y en a pas beaucoup qui savent dire précisément ce que ça représente.
À l'échelle nationale, le bâtiment, c'est entre 20 et 25% des émissions de gaz à effet de serre et 45% de la consommation d'énergie. Donc quand on parle de lutte contre le dérèglement climatique, il faut absolument traiter la question du bâti et du logement. Et pour ça, toutes les initiatives qui arrivent sur le marché pour accompagner à la fois les professionnels et les particuliers sur une meilleure connaissance du logement, pour changer les usages, pour mieux rénover son logement, pour faire les travaux quand on est en copropriété, tout ça, c'est de nature à nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais qui nous dépassent en quelque sorte. La sobriété énergétique et la neutralité carbone, ce sont des objectifs nationaux, européens, mondiaux pour 2050. Jusqu'à 2050, on a voulu établir des dates repères pour l'interdiction de mise en location des passoires thermiques. Ça concernera les logements classés G selon le nouveau DPE en 2025, les logements classés F en 2028 et les logements classés E en 2034. Et tout ça, c'est justement fait pour donner de la visibilité à tous les acteurs, que l'on soit une start-up, un grand groupe, que l'on soit un particulier à Paris, à Toulouse ou dans la Creuse, d'avoir cette vision, cette visibilité sur ce qui devra être fait pour le bien de tous et pour le bien de notre planète. Alors, si on parle d'outils concrets, Roselyne, un petit mot de présentation sur l'ANIL, dont tu es la directrice générale, et ensuite sur ce que une institution, dont la mission est d'informer, d'accompagner, mais tu vas nous le préciser, en quoi une telle institution a-t-elle fait le choix du digital? Pourquoi le digital est au cœur même des pratiques d'une institution au service des ménages? Oui, merci Henri. Donc, je représente l'Agence nationale pour l'information sur le logement, qui est la tête de réseau des agences départementales d'information sur le logement, qui sont vraiment là pour répondre à l'ensemble des questions des ménages sur toutes les questions logement. Donc, on a évoqué avec Mickaël le sujet de la rénovation énergétique, qui n'est pas un sujet que pour les propriétaires occupants, on l'a vu, c'est un sujet pour les bailleurs, qui sont effectivement des cibles particulièrement identifiées sur le salon. Et notre mission, elle est là justement pour porter à connaissance toutes ces dispositions législatives, et pas que, sur l'ensemble des sujets logement, et notamment les aides à la rénovation, puisque c'est vraiment au cœur de l'actualité. Et au-delà de porter à connaissance l'information, comme vous le savez, l'ensemble des démarches, alors solliciter MaPrimeRénov', je vais prendre ce type d'exemple, on doit passer par une plateforme. Et c'est en ça où nous, on a vraiment identifié des publics qui ne sont pas forcément en proximité, je dirais, avec le digital et qui ont vraiment besoin d'un accompagnement pour ces démarches. Donc la première étape, la première marche à monter, je dirais, c'est de comprendre quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide. Lorsque on a bien compris et on sait ce à quoi on peut prétendre, il faut entamer la démarche, faire les devis et faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de temps, éviter qu'il y ait des allers-retours entre je dépose mon dossier, je joins les pièces et puis le service instructeur revient vers moi et on perd un peu de temps. Donc tout l'enjeu, il est aussi d'expliciter comment on va entamer ces démarches et le faire de la manière la plus sereine et la plus efficiente possible. Et c'est en ça où les agences départementales peuvent accompagner donc, les particuliers, qu'ils soient propriétaires occupants ou bailleurs. Et je pense aussi à un autre grand sujet d'aide mobilisable, notamment pour les locataires et les bailleurs, qui est Visal, qui se fait aussi de manière totalement dématérialisée. Et de plus en plus on avance, et sur la copropriété, on a d'autres exemples, avec l'ensemble des éléments effectivement qui sont mis à la disposition des copropriétaires, les AG dématérialisés. Tout ça nécessite de l'accompagnement et de la pédagogie. Donc on est tous là réunis, professionnels, institutions, pour accompagner justement dans l'information et la bonne compréhension des ménages sur l'ensemble de ces sujets. Alors, et c'est gratuit. Alors c'est gratuit, absolument. Deux choses. Cette barrière du digital, on est ici entouré de passionnés de digital, d'innovation digitale, voire de geeks, selon les générations, c'est pas la mienne. Moi j'ai la foi du converti. Est-ce que cette barrière du digital, elle n'est pas un problème lorsqu'on veut informer par le digital des procédures pour obtenir MaPrimeRénov' par exemple, ou pour accéder à Visal? Est-ce que le public qui vient voir les ADIL, vous mettez à sa disposition des outils faciles, d'accès facile pour l'information digitale?
Alors l'information sur par exemple MaPrimeRénov', elle se fait via différents canaux. Mais notamment par le digital. Mais notamment par le digital. C'est-à-dire que les cibles, on ne touchera pas forcément toutes les cibles via le digital. Donc c'est en ça où on a des publics qui sont totalement, pas hermétiques, mais voilà, qui n'accèdent pas au digital et qui ont besoin justement d'avoir accès à l'information par d'autres biais. Et un humain finalement, c'est pas mal aussi pour informer. Sur l'accès aux aides, donc aujourd'hui, que ce soit l'ANA, l'agence publique qui effectivement distribue, j'utilise ce mot-là, MaPrimeRénov', que ce soit Visal, un produit Action Logement qui effectivement améliore la relation bailleur-locataire en la sécurisant, leur souscription, c'est pas le mot, mais va se faire forcément en ligne aujourd'hui. Totalement. Tout est dématérialisé, il n'y a plus de voies parallèles pour constituer les dossiers. Donc on est contraint effectivement de passer par ces plateformes. Donc il y a des systèmes où un tiers peut recevoir mandat pour, par exemple sur ma prime, pour faire le dossier à la place. Le syndic ou le gestionnaire locatif, typiquement. Voilà, après il y a des opérateurs aussi qui interviennent sur ce sujet-là. Nous, notre métier, il est là pour informer, conseiller. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux ménages comment faire, on va identifier les ménages qui sont autonomes. Il faut un petit coup de pouce, il faut une petite explicitation, mais ils vont faire eux-mêmes. Et puis on va identifier aussi les acteurs qui pourront faire à leur place pour les ménages qui seraient plus en difficulté, qui seraient, voilà, je dirais, dans l'incapacité de faire la démarche de manière totalement autonome. La proportion de ceux, vous voyez beaucoup de ménages, vous pouvez faire des statistiques, vous en faites régulièrement d'ailleurs, sur les sujets de préoccupation des ménages, sur les difficultés qu'ils rencontrent. Encore une fois, l'accès au digital, la familiarité avec le digital. Aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas, c'est quelle proportion dans ceux qui vous consultent? Il y a encore quoi, 10, 20, 15% des Français, 30? Ça va dépendre des secteurs. Oui. On a aussi l'enjeu de l'équipement informatique, de l'accès à Internet sur des parties rurales où on a aussi, en fonction des publics, c'est-à-dire sur des publics, notamment on a des bailleurs âgés qui viennent nous consulter, qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont un téléphone, mais qui ne sont pas, je dirais, agiles sur la manipulation de l'équipement. Intéressant, Michael, de réaliser ça, c'est un sujet. Et on a des bailleurs qui ne peuvent pas passer par Visal parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur et ils ne savent pas s'en sortir. Donc, clairement, et même on a des publics jeunes qui sont hyper agiles pour réseaux sociaux, communiquer. Mais à partir du moment où il faut faire un dossier avec des pièces, une démarche, où il faut constituer un dossier, faire les choses de manière très carrée. C'est-à-dire quand on demande de scanner la pièce d'identité, il faut le recto et le verso. Il y a des choses toutes bêtes, mais n'empêche que, y compris les jeunes, il y en a qu'on a besoin d'accompagner parce qu'ils ne sont pas forcément assez méthodiques sur leur sujet. Et donc on a vraiment un panel de publics sur des secteurs très différents, c'est-à-dire qu'on a des ADIL sur l'ensemble du territoire, sur 85 départements, mais on renseigne sur l'ensemble du territoire, qui sont confrontés à des problématiques très différentes. Et c'est vrai que récemment, sur un territoire très rural, on me disait que sur certaines, MaPrimeRénov', j'ai des personnes qui sont obligées de faire appel à un tiers parce qu'ils n'ont pas d'équipement et ils ne peuvent pas faire, ils ne savent pas faire. Donc tout l'enjeu de l'accompagnement, il est réellement là. C'est-à-dire qu'on peut digitaliser, on est de plus en plus en proximité avec l'outil, mais on a encore des publics et il ne faut pas les oublier parce qu'il ne faut pas exclure certains ménages et certains publics des aides et des différentes démarches. À ma droite, donc à votre gauche, si vous êtes en face, il y a deux acteurs du digital. C'est bien qu'ils prennent cette mesure aussi et qu'ils répondent à ça. Michael, vous voulez intervenir sur la question de l'accès au digital? Oui, simplement pour dire que, évidemment, les ADIL, je le disais tout à l'heure, c'est un conseil gratuit, c'est plus de 450 juristes spécialisés partout sur le territoire. On a mis en place aussi avec le gouvernement les maisons France Service. L'idée, c'est dans les 1000 cantons en France, pouvoir apporter ce service numérique, y compris à ceux qui en sont le plus éloignés, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on le voit aujourd'hui avec France Connect, la déclaration d'impôt, l'accès à MaPrimeRénov', l'accès à Visal.fr. On a des Français qui ont besoin d'être accompagnés sur le numérique, et donc on a mis en place ces maisons France Service, dont ça va être une des responsabilités, une des missions, de pouvoir s'assurer que tous nos concitoyens, où qu'ils soient, quand bien même ils ont des difficultés avec le numérique, eh bien, ils seront accompagnés et que personne ne sera laissé au bord du chemin. Alors, Arnaud et Sylvain ensuite. Arnaud, un mot de présentation sur ImoDirect, qui le mérite encore. Peut-être que tout le monde ne connaît pas encore ImoDirect. Et quelle contribution, j'ai tout de suite dit que tu étais un acteur du digital
et on sent bien que tu es dans la gestion de l'immobilier. Quel apport tu peux faire à l'efficacité de la transition environnementale? C'est le cœur de la loi climat résilience, avec ta pratique professionnelle, avec la valeur ajoutée d'ImmoDirect. Bonjour, merci Henri de m'avoir invité. Donc effectivement, ImmoDirect est un gestionnaire locatif. On loue et on gère des logements sur l'ensemble du territoire national grâce au digital, puisqu'on a complètement dématérialisé la chaîne. Voilà, donc nous, pour en venir immédiatement dans le vif du sujet, je pense que ce qui est déjà extrêmement important, c'est les fameux 65% d'autogestionnaires qui sont un peu disséminés sur le territoire français et qui commencent à se rendre compte qu'il va y avoir justement des sanctions par rapport à certains DPE. J'espère que les 35%, enfin c'est le cas de nos clients, nous on les a déjà alertés s'ils sont en étiquette EFG, que forcément il va falloir faire quelque chose. Mais déjà, il y a ces 65% qui sont un peu tout seuls dans la nature. Et je pense que le digital, et ça c'est la volonté même d'ImmoDirect, c'est d'amener tous ces propriétaires autogestionnaires vers de l'intermédiation. Et on y arrive parce qu'aujourd'hui, à peu près un propriétaire sur deux qui rejoint notre agence vient de l'autogestion. Donc, ça nous permet, nous, d'évangéliser forcément ces problématiques qui arrivent très vite, puisque 2025, c'est demain. Je pense que la petite problématique qu'il y a eu sur le DPE a finalement donné le coup d'envoi, parce que nous, on a beaucoup plus de questions sur les DPE depuis qu'il y a eu ce petit cafouillage, mais qui va être rattrapé très prochainement. Voilà. Le cafouillage, en clair, on peut peut-être expliquer, je ne sais pas si tout le monde a suivi ça, mais le nouveau DPE qui était en vigueur depuis le 1er juillet était fabriqué avec un moteur, on va dire, qui a été conçu par les pouvoirs publics. Et il y a eu des ratés dans le moteur avec des logements qui se sont injustement trouvés dégradés en passoire énergétique. Voilà. Donc on a tout remis à plat. La ministre a arrêté l'utilisation de ce DPE et de ce moteur. Et il a été revu. C'est fait, puisque le texte, Michael, a été publié par la ministre. Voilà, donc on repart sur de nouvelles bases, mais il y a eu effectivement des doutes sur la fiabilité. Oui, alors il y a eu des doutes, et puis d'un autre côté, il y a eu aussi, ça a été mis sur la table, c'est passé aux 20h des différents journaux télévisés. Donc voilà, les gens sont, nous les propriétaires, nos clients, notre base client, est beaucoup plus au fait, qu'il va y avoir des problématiques. Ça a accéléré la prise de conscience. Ah ouais, ça c'est certain. C'est certain. Après, alors comment nous, on va pouvoir aider concrètement nos clients ? Déjà, on a, entre guillemets, énormément d'informations nécessaires pour déposer les dossiers, parce que par exemple, la pièce d'identité, le titre de propriété, les consommations énergétiques des locataires, etc., des relevés de charges. Donc nous, on a déjà tous ces documents qui sont à notre disposition, et bien évidemment, ça va faciliter les choses. Après, il y a la problématique liée aux travaux, mais il y a aussi la problématique liée au financement. Alors la prime rénov', c'est pour le financement, mais la prime rénov', d'après les calculs que tous les experts ont pu faire, ne va pas financer 100% des travaux. Et donc, il va falloir... Ce qui est normal. C'est une amorce, une aide publique, c'est une amorce. Il y a un reste à charge. Ce qui est normal, il y a un reste à charge. Et je pense que là, c'est tout l'enjeu, justement, du gestionnaire de trouver une offre de service innovante, digital, puisque finalement le digital, ça va permettre de centraliser la data et qui va nous permettre, nous, d'amener des solutions concrètes pour aider nos clients à la fois dans les problématiques de travaux, mais aussi dans les problématiques de financement. D'accord. Alors, très naturellement, on va vers toi et la société que tu as créée. Donc tu la présentes, tu présentes HelloWatt si tu le veux bien parce sûr. Que là encore, la notoriété peut-être, s'agissant d'une start-up, est-elle à parfaire. Et la contribution que par le digital, tu considères pouvoir apporter à la transition environnementale. Tout à fait. Donc Sylvain Lefeller, je suis du coup un des fondateurs de HelloWatt. Ce qu'on fait chez HelloWatt, c'est qu'on est le conseiller énergie des particuliers. Donc on est en plein dans le sujet parce que notre mission, c'est de permettre aux particuliers de faire la transition énergétique de leur logement.
Et donc concrètement, pour faire ça, on les aide sur tous les aspects liés à l'énergie dans leur logement, donc le choix d'un fournisseur d'énergie, par exemple. On a un comparateur des fournisseurs de prix, mais aussi et surtout toute la partie rénovation énergétique. Et donc là, on parle d'isolation du logement, d'installer des systèmes de chauffage qui soient économiques et écologiques. Et on a aussi des activités qui leur permettent, et c'est un peu un autre sujet, mais de devenir leur propre producteur d'énergie en installant des panneaux solaires en autoconsommation. Donc on est en plein dans ce sujet du digital. Je partage tout à fait les constats qui ont été faits précédemment sur le besoin d'accompagnement des clients et le besoin d'information. Typiquement de savoir quelle est la part du chauffage dans sa facture d'énergie. Est-ce que ce chauffage c'est normal ou pas? S'il y a des surconsommations, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est l'ensemble des questions auxquelles on répond de façon gratuite. N'importe qui peut aujourd'hui aller sur HelloWatt, sur cette plateforme web et avoir la réponse à sa question. Chacun de nos utilisateurs a aussi une app qui est liée, donc c'est fondé sur les données de Linky et de Gaspard. À partir de là, on est capable de dire quelle est la part du chauffage de l'eau chaude, s'il y a des surconsommations et ce qu'on peut faire. Et quand on parle de ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant de pouvoir dire, c'est concrètement quel est l'investissement, quelles sont les aides de l'État, quel est le reste à charge et quelles sont les économies d'énergie associées avec une bonne fiabilité. Et donc là, on est vraiment en mesure de faire du conseil en utilisant le digital et la data à un niveau qui est très fin et qui est très apprécié par les consommateurs. Il y a vraiment besoin, on pense, de cet accompagnement aujourd'hui qui est complémentaire à d'autres accompagnements faits notamment par les pouvoirs publics, mais qui permet d'avoir des réponses claires pour fiabiliser les conseils. Et donc avec ces outils digitaux, on peut d'ailleurs même vérifier ex post que l'économie d'énergie qui était attendue avec les travaux envisagés est bien réalisée. Et du coup, c'est pour ça que c'est important pour nous d'être ici aujourd'hui. On pense que justement les acteurs de l'immobilier, avec les évolutions de la loi climat et résilience, ils vont être en fait au centre, au point de départ de l'accompagnement des clients pour justement les accompagner quand un logement ne peut plus être loué, ne peut plus être vendu parce que c'est une passoire énergétique. Il ne faut pas attendre les dates d'échéance parce que les artisans auront taux de travail cette année-là. Et elles arrivent vite puisque 2022 est la première échéance. Deux choses. Vous conseillez aussi bien directement les particuliers, propriétaires bailleurs ou copropriétaires, que ceux qui passent par des professionnels. Vous êtes en modèle B2C ou B2B ou B2B2C? Alors B2C, nous on est en contact direct avec les particuliers qu'on accompagne. D'accord. Et par ailleurs, on propose justement des partenariats aux acteurs de l'immobilier, typiquement des réseaux d'agences immobilières. D'accord. Pour leur proposer, quand ils ont ce type de problématique, qu'on accompagne leurs clients. Parce que justement, c'est un métier où il faut quand même être un peu spécialiste. On a parlé de la complexité des aides, de la complexité en tout cas de bien faire ce métier et de bien accompagner les clients avec les bonnes solutions. Et d'où le fait que justement, quel est votre modèle économique? Le modèle économique de l'ANIL, on le connaît, c'est un service public, on a parlé de la gratuité, mais Michael tenait à ce qu'on soit précis sur le sujet. Votre modèle à vous? Alors on a cela en commun avec l'ANIL que le conseil et les recommandations sont gratuites. Ça peut se faire de façon digitale, ça peut se faire avec un de nos experts rénovation énergétique. Ensuite, si le particulier choisit d'avancer avec nous pour différentes raisons, mais notamment la qualité de notre réseau de professionnels, le fait qu'on va gérer le projet de A à Z, à ce moment-là, nous, on va effectivement percevoir une rémunération. D'accord, c'est clair. Alors, est-ce que vous pouvez prétendre au statut d'accompagnateur que la loi du 22 août 2021 a créé? C'était une proposition du rapport Sichel. Est-ce que vous allez pouvoir être cet accompagnateur? Il y en aura de diverses sortes pour aller au bout de la réalisation des travaux. Tout à fait, on a vocation à être cet accompagnateur rénov des Français. On pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vu de solution qu'on trouve assez bien qui permettent de gérer l'ensemble des solutions de rénovation énergétique dans le logement. C'est ça qu'on a construit, c'est ça qu'on continue à construire et à développer. Et sur le modèle de l'accompagnateur rénov, il y a aussi encore des éléments qui vont être précisés pour bien limiter, déterminer les contours de ce statut d'accompagnateur rénov. Michael, une réaction sur un acteur privé qui prétend à ce statut. Cet accompagnement,
c'est un concept que la loi a créé sur proposition d'un rapport d'Olivier Sichel, je le rappelais. Est-ce qu'il va passer par le digital? Est-ce que ces accompagnateurs, ils vont être digitaux, ils vont être figitaux, ils vont ressembler à quoi? Est-ce qu'on anticipe ça? Bon, il y en a un qui sort du bois, mais il en faudra beaucoup d'autres. Je pense qu'il est bon de toujours marcher sur ces deux jambes-là. Et à terme, je ne vois pas des acteurs qui interviendraient sur ce sujet qui ne soient pas au minimum digitalisés. Et je veux être rassurant parce que cette mission d'accompagnateur Rénov', elle est en train de se construire aujourd'hui. L'idée, c'est que de déployer un réseau large d'accompagnateurs Rénov' courant 2023. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du boulot pour tout le monde. Vraiment, que personne ne s'inquiète, que l'on soit dans le public, dans l'associatif, dans le privé, il y aura du boulot pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Les architectes ont leur place, les ADIL ont leur place, Eloat a sa place. Beaucoup d'autres acteurs privés qui voudraient se lancer, il suffira de demander de l'agrément à l'État. Et en fait, c'est ça qui doit nous guider, c'est le professionnalisme, l'expertise, le sérieux qui doit faire qu'on permet à une entité, qu'elle soit privée ou publique, d'intervenir sur le sujet de la rénovation. Ça ne doit pas être le sujet de quelques-uns. Vous avez vu les objectifs qu'on se fixe en termes de rénovation énergétique dans notre pays. Il faut vraiment que tout le monde prenne ce sujet à bras-le-corps. Et donc, on aura besoin de beaucoup de structures pour faire cet accompagnement sur tout le territoire. Tu évoquais tout à l'heure, au détour d'une phrase, la capacité, c'est ce que j'ai compris en tout cas, que le digital pouvait donner aux habitants, copropriétaires typiquement, propriétaires bailleurs, de mesurer les consommations, de faire des schémas d'optimisation. Bon, on parle aussi de télérelève aujourd'hui, ne serait-ce que ça. On parle de maquette numérique, on en parle pour le neuf, mais on peut en parler pour le logement existant. Est-ce que le législateur attend aussi des évolutions des acteurs privés, qu'il faudra peut-être favoriser, guider, mais est-ce qu'on mesure même ces évolutions qui peuvent avoir lieu dans les 2-3 ans et qui peuvent accélérer notoirement la connaissance, le diagnostic et la décision? En tout cas, le législateur, il est là pour établir un cadre, mais après, dans ce cadre, c'est aux acteurs privés aussi d'innover, de proposer des choses. Et ça a été dit, mais sur la question de la déperdition d'énergie dans un logement, en fait, les Français ne sont pas forcément au clair avec ça. Et en fonction de... vous pouvez avoir des fenêtres chez vous isolées en double vitrage, d'autres en simple vitrage. Du coup, la déperdition ne va pas être la même. Et donc, savoir précisément où est-ce que vous allez pouvoir faire des économies d'énergie. Est-ce qu'il faut isoler les combles? Est-ce qu'il faut faire évoluer votre système de chauffage? Est-ce que le sujet, est-ce qu'on parle d'une maison individuelle ou d'une personne qui vit en copropriété? Tout ça, en fait, ce sont des questions qui déterminent les actions à mener par la suite. Mais si vous ne savez pas, si vous ne faites pas le bon constat, vous ne pouvez pas y apporter les bonnes solutions. Donc, évidemment qu'on attend beaucoup des acteurs privés pour justement proposer de nouveaux outils les plus simples possibles. Je crois que le message aussi, il est là. On a des personnes qui délivrent un conseil gratuit, impartial, c'est important, mais il faut des choses simples après pour passer à la phase de réalisation, à la phase de travaux. Et ça, c'est peut-être le plus dur parce que le logement, l'immobilier est une matière par définition complexe, mais c'est à nous, collectivement, pouvoir public et acteurs sur le terrain, de rendre les choses les plus accessibles et faisables pour nos concitoyens. Je reviendrai vers les deux fondateurs de start-up pour avoir leur regard sur ces capacités d'innovation qui sont dans nos mains. Roselyne, sur la partie comportement, parce que quand on parle de loi climat-résilience, de règles du jeu, on les trouve exigeantes, elles le sont de toute façon, on passe sous silence les comportements. C'est-à-dire on fait, je trouve, comme si les évolutions purement techniques, les travaux, pour dire d'un mot, allaient suffire et puis ça y est, on va avoir une vertu énergétique, on va protéger la planète. Est-ce que l'ANIL, le réseau des ADIL, peut-être justement en utilisant aussi la voie digitale pour informer, mais s'attache à la didactique sur les comportements? Comment on utilise un logement? Comment on peut le rendre plus économe? Est-ce que ça compte les comportements? Alors, majoritairement, donc, dans les staffs des ADIL, on a plutôt des juristes, mais on a aussi des thermiciens, des techniciens qui sont aussi dans le réseau FER, qui accompagnent aussi après livraison de travaux sur la bonne utilisation des équipements. Parce qu'un équipement qui n'est pas entretenu, qui n'est pas nettoyé ou qui est mal utilisé, finalement, je ne pense pas qu'on fasse vraiment d'économie d'énergie. Donc je pense qu'il y a aussi cet enjeu de pédagogie sur l'utilisation des équipements qu'il faut aussi faire.
au moment où on les installe et puis au moment tout au long de la vie de l'équipement. Donc il y a cet enjeu d'identification de la source d'économie d'énergie à faire. Et je voulais compléter les propos de Michaël. Ce qui est important aussi quand on parle de digitalisation, c'est aussi d'arriver à chiffrer le avant-après pour mesurer en fait l'impact de la politique publique. C'est-à-dire que si aujourd'hui le logement il consomme tant d'énergie, savoir combien on a investi dans le logement et savoir combien on consomme après et dans combien de temps on va effectivement arriver à rentabiliser ces travaux, ça c'est un vrai sujet. Et je pense que la digitalisation va nous aider à justement évaluer ces politiques. Il y a déjà beaucoup de travaux qui sont faits par l'ADEME sur le sujet, mais je pense qu'on va encore gagner en données sur le sujet. Il y a la base DPE, il y a plein de choses. Et je pense que le sujet de la rénovation énergétique, il est encore devant nous et on a encore beaucoup de progrès à faire, mais voilà, il y a plein d'initiatives intéressantes. Sur la connaissance du logement et sur la data liée au logement, carnet numérique, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un concept qui est en train de se préparer d'ailleurs pour qu'on attache à chaque logement, à chaque immeuble, une consignation de l'ensemble des données pertinentes? On en est où de ce sujet-là? Alors c'est évidemment un sujet qu'on a dans les cartons depuis de nombreuses années, qui a été retoqué, où le texte d'application n'est pas venu se mettre en place. Donc je pense que le sujet, c'est à terme, si on avait une cartographie des logements avec l'identification, la localisation des canalisations, le type d'équipement. Si on pouvait même aller jusqu'à la taille des fenêtres, ça existe, il y a des applications qui se développent où on fait cartographier l'ensemble de son parc et le jour où on identifie, on veut lancer des travaux, on n'a pas besoin de faire remesurer ses fenêtres, on les a déjà. Bon, le carnet, il ne va pas aller jusque-là, mais... Donc on gagne du temps et de l'argent. Ah bah évidemment. Donc c'est vrai que si à terme, on allait jusqu'à avoir une cartographie globale de l'ensemble du bâti existant, donc on l'a sur le neuf, c'est plus simple, on est sur des éléments qui sont déjà digitalisés, mais c'est vrai que sur le parc existant, il y a des outils justement de cartographie. On a déjà les mesures, le type d'équipement, si on peut avoir aussi la localisation des canalisations qui permettrait d'éviter quelquefois quelques accidents. Enfin, voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on peut encore progresser, clairement. Arnaud, les outils existants, les outils à venir. Bon, tu es un homme de la data, d'ailleurs, tu es un homme du numérique, tu es un pure player à l'origine, tu n'es pas un homme de l'immobilier, tu es converti. Oui, converti, bon. Ouais. Moi je viens de l'informatique et des télécoms. Voilà, alors tu parlais tout à l'heure déjà d'un certain nombre d'informations que tu attachais à tes clients et au logement que tu gérais. Tu en es où? Quel progrès tu aimerais faire? Tu aimerais qu'il soit fait d'ailleurs par la communauté professionnelle dans le sens des datas et de l'exploitation des datas pour les travaux? Alors, la data, c'est l'enjeu essentiel de toute transformation digitale. C'est évident. Après, avec justement toutes les barrières qu'il faut mettre aussi sur peut-être trop de data. Donc nous, on consolide. Dès qu'on a accès à une information, quelle qu'elle soit, on la stocke. Tout à l'heure, j'entendais donc une cartographie, par exemple. Dès qu'on va faire des états des lieux, on les stocke, on les garde et derrière, avec certains logiciels, ils peuvent tout à fait être utilisés justement pour faire du calcul de taille de fenêtre ou autre. Aujourd'hui, sur le marché, il existe des tas de solutions logicielles qui permettent de transformer une data en une autre data. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et après, une fois de plus, moi, je pense que l'enjeu... en ce qui me concerne, c'est-à-dire pour les propriétaires bailleurs, je ne parle pas des propriétaires qui habitent chez eux, mais pour les propriétaires bailleurs, c'est vraiment d'avoir accès à travers des solutions de gestion locative modernes, innovantes, d'avoir accès justement à un panel de solutions qui vont leur permettre à moindre coût de pouvoir continuer à louer leurs biens, parce que c'est ça... Bien évidemment, l'enjeu final, c'est la planète, mais pour le propriétaire bailleur, c'est quand même ses loyers, avant tout. On parle avec Michaël de Figital, de mix entre digital et Figital, le en même temps, voilà. Respect, je l'ai dit. Bon. Tu parlais tout à l'heure de la conviction que tu étais déjà en train de faire de tes clients dont les logements étaient mal classés. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, ceux-là, vous les avez déjà listés, vous allez vers eux. Bon, il y a l'aide de la donnée, c'est-à-dire qu'on va mettre sous leurs yeux un certain nombre d'informations et leur dire vous êtes malade, en fait, le logement, il faut le soigner. Et après, comment on convainc? Est-ce que la conviction, elle peut se passer
derrière l'écran ou est-ce qu'elle se fait par un échange téléphonique? Quelle est la limite du digital pour la conviction à la transition environnementale? Parce que ça, c'est un gros sujet. Alors nous, déjà, 95% de nos clients, on les a au téléphone avant qu'ils deviennent clients. Donc tout le parcours est digital, mais aujourd'hui en France, personne ne confie son patrimoine immobilier à une agence en signant un mandat sur Internet sans avoir eu une première approche téléphonique. On met même en place maintenant des visios. C'est intéressant, c'était pas évident ce que tu dis là. Je pense que beaucoup pensent, peut-être ici, que voilà, on confie un mandat comme ça et ça roule. Non, nous, le mandat, dès le lancement d'ImoDirect, on a signé que des mandats en signature électronique, mais on les a quasi tous signés après avoir eu un échange téléphonique. Hein, le bailleur, il va nous confier ses loyers, etc., et l'avenir de son logement. Donc c'est normal qu'il nous ait en ligne. Je pense, effectivement, et ça rejoint le début de la conversation, que toutes ces plateformes, elles sont extraordinaires, elles nous permettent de gagner un temps phénoménal et d'aller dans le sens de la planète parce qu'il n'y a plus de papier. Mais par contre, le propriétaire qui va mettre 10 000, 20 000, 30 000 euros dans une rénovation énergétique, moi je ne crois pas qu'il va faire ça juste sur une plateforme. Hein. Il va falloir une offre de conseil, comme aujourd'hui on est sur le terrain pour louer nos biens. On est d'ailleurs le seul, je pense, réseau de mandataires dans la location en France. On a à peu près 300 IMO-agents, on les appelle comme ça, qui nous représentent sur le territoire aujourd'hui pour faire les visites, mais pourquoi pas demain en prendre un par région, le former, le faire évoluer et pouvoir donc aider nos clients avec des partenaires, pourquoi pas comme HelloWatt, à aller vers cette rénovation énergétique. Donc information largement digitale, conviction présentiel, par la voix, mais en tout cas avec une autre densité. Oui, moi, comme tu l'as dit, hein, j'ai vécu la transformation digitale de l'informatique, des télécoms. Ça, c'est des produits qu'on peut vraiment digitaliser. L'immobilier, il y a quelqu'un qui a fait un achat, souvent c'est son plus gros achat dans son patrimoine. Il y a un locataire qui va habiter, c'est son quotidien. Enfin voilà, donc on est encore vraiment sur un métier humain et le digital est là pour nous aider et surtout pour nous faire baisser nos prix et nous permettre de gagner des clients. Sylvain, est-ce que tu souscris à ça? Et je parle de convaincre, de faire basculer des propriétaires bailleurs, de faire basculer des copropriétaires, mais sur la base d'informations qui ont pu évidemment s'appuyer sur des datas, être digitales. Est-ce que tu es d'accord sur cette méthode? Et d'après toi, et avec sûrement une capacité de prévision forte, parce que tu es un créateur, voilà, tu es d'une génération aussi geek. Est-ce que tu imagines des outils? On a évoqué ceux qui n'avaient pas encore vu le jour, Carnet Digital par exemple, ou BIM. Est-ce qu'il y a des outils qui, allez, dans les 2-3 ans qui viennent, vont apparaître? On va les voir ici, sur ce salon, et ils vont servir la cause de la transition environnementale, au-delà de ce que tu as fait ou d'autres startups actuelles. Tout à fait. Alors, sur le premier point, oui, bien sûr, les parcours seront hybrides. En fait, le digital, ça permet de massifier l'accès à l'information. Ça permet d'identifier aussi là où il y a des travaux à faire. C'est ça qui est important. Hein. Parfois, nous, on a des particuliers qu'on accompagne et le projet n'est pas particulièrement rentable. Et c'est aussi une information qui est importante à partager. Et ensuite, surtout, c'est hybride parce qu'il faut se rendre physiquement sur place, ne serait-ce que pour confirmer le devis que souvent on peut faire à distance, mais pour vérifier que ça correspond bien même aux les informations déclaratives qu'a pu apporter le particulier. Donc HelloWatt a un réseau physique aussi. Oui, tout à fait. Il y a une équipe en clair. On intervient sur l'ensemble du territoire français. Les artisans qui travaillent avec nous ne sont pas des salariés de HelloWatt, mais on a une relation très proche avec eux, puisque justement, ils mettent en œuvre les recommandations qu'on a fait auprès des clients. Donc oui, on intervient sur toute la France, sur l'isolation, les différents travaux d'isolation et également les différents systèmes de chauffage. Alors un peu de science-fiction, mais vraiment à très court terme sur des outils qui pourraient être développés. Peut-être que tu ne veux pas donner d'idées de création de start-up, bon, enfin voilà, mais je te demande quand même de faire cet effort-là. Tu pourrais les créer toi-même d'ailleurs, d'autres services au-delà de ce que fait ta société actuellement. Oui, tout à fait. Alors j'entendais, il nous faut des outils pour dire combien ça permet de faire d'économies et quelle est l'économie effectivement réalisée.
La bonne nouvelle, c'est que cet outil, il existe. Nous, on l'a fait, donc il y a aussi d'autres personnes qui pourront le faire. C'est pas facile de partir de la donnée Linky, qui est la consommation totale du logement, et pareil pour le gaz, et de déterminer quelle est la part du chauffage, quelle est la part de l'eau chaude. Le reste, on ne sait pas dire, parce que c'est la donnée totale, mais ça, on sait le dire. D'autant qu'on rappellera que certaines aides sont assujetties à la performance énergétique à venir. Les fameux 35% copropriété, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pas si simple. On a un programme de R&D. D'ailleurs, on est accompagné par la BPI là-dessus qui permet de donner ces résultats. Donc il y a ce premier volet d'accompagnement. Ça, on sait déjà dire la part du chauffage avant et après les travaux. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est aussi d'inclure l'effet climatique. Parce que si on promet 15% d'économie en isolant ses combles, par exemple, et qu'en fait, c'est que 10%, si l'hiver a été très froid, il faut aussi corriger ça pour avoir une vraie donnée. Et il y a aussi des aspects comportementaux. Parfois, on chauffe un peu différemment suite à ces travaux de rénovation énergétique qui sont aussi à prendre en compte et à modéliser. Donc voilà, il y a ces outils-là qui existent. Je pense qu'effectivement, il y en a encore beaucoup à inventer. D'une façon générale, je pense qu'un outil sur lequel il est intéressant de réfléchir, c'est aujourd'hui comment on peut accompagner au mieux les professionnels, les artisans, les gens qui font ces travaux à travailler dans le sens où ce qui est classique un peu quand même sur les travaux, c'est le professionnel est passé, il m'a dit qu'il m'enverrait le devis, mais le devis n'est pas arrivé, et puis j'ai un problème, et quand je le rappelle, il ne décroche pas. Je pense que nous, on a une solution où on sait très bien faire ça, c'est notre métier d'accompagner les clients. Et du coup, le deal qu'on a avec nos artisans, c'est justement de leur dire il y a toute une partie du métier qui n'est pas forcément celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, ou la partie commerciale, la partie gestion des dossiers. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est qu'en bossant avec nous, vous pourrez faire bien plus de travaux dans une semaine et donc bien plus de chiffre d'affaires. Vous savez accompagner les entreprises vers la reconnaissance RGE, vers le label RGE? Parce que ça, c'est également un sujet. C'est de l'ordre de 15% des entreprises aujourd'hui qui ont ce label, qui lui-même donne droit aux aides publiques. Moi, j'entends que c'est très compliqué de l'obtenir, pour des raisons administratives aussi. Est-ce que là, il y a un fonds de commerce, pour le dire clairement? Est-ce que ça peut être un métier d'accompagner les entreprises? Il existe peut-être, je l'ignore. Aujourd'hui, non, on ne le fait pas. Moi, je dirais que donc il y a le label RGE qui existe. Reconnu garant de l'environnement, on va traduire. Ouais. Pour travailler avec Elowatt, c'est pas un label qu'on juge suffisant. Donc nous, pour les personnes... Vous allez au-delà? On va au-delà, ouais. On fait nos propres audits, parce qu'il y a un besoin énorme de confiance. Et c'est le cœur de notre accompagnement, de créer justement cette confiance. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on va vérifier en plus sur le professionnel avant de lui confier des premiers clients. Michael, on arrive au terme de cette table ronde. Est-ce que tu as l'impression, tu as entendu deux start-up qui ont fondé leur société sur des services apportés de manière digitale, mais pas seulement digitale d'ailleurs. Tu as entendu, et tu la connais bien, la patronne d'une grande institution qui accompagne, qui informe les ménages, utiliser largement aussi le digital. Et c'est un début. Est-ce que tu es optimiste sur la possibilité de relever le défi de la transition environnementale grâce également à la transition digitale? Je suis à la fois optimiste et confiant, et honnêtement ça me fait plaisir d'être là et ça me fait plaisir de les entendre, parce que si ne serait-ce qu'on se place il y a 5 ans ou il y a 10 ans, et je crois qu'en fait on n'aurait pas du tout eu ces conversations. Moi ça me fait plaisir d'être serein et de voir des entrepreneurs pour qui la transition écologique est une source d'opportunité et pas seulement une contrainte. Donc moi je suis ravi d'être là et je suis ravi de voir que nos jeunes entreprises et des pépites innovent. Donc voilà, je suis en tant qu'élu et responsable politique très, très optimiste et très reconnaissant aussi de ce qui est fait, parce que je le dis très souvent, Henri, et tu m'as beaucoup entendu le dire, que les lois sont des boîtes à outils, mais que derrière ce sont les acteurs de terrain qui font. Ce sont les juristes des ADIL partout sur le département et dans les zones parfois les plus reculées et rurales. Ce sont des startups et des plus grands groupes qui sont aussi sur le terrain. Et donc c'est par la contribution de tous et la participation de tous qu'on relèvera ce défi. Alors le Salon REN, tu sais, c'est le lieu de la rencontre entre les apporteurs de solutions digitales
et des acteurs que je qualifierais de traditionnels. On a ici les grandes enseignes, on a un stand de l'UNIS, voilà, qui regroupe les administrateurs de biens. Est-ce que tu as le sentiment que la conversion digitale, l'évolution des pratiques digitales des métiers de la gestion en particulier, alors on a avec nous Arnaud, est-ce que tu la trouves assez rapide, suffisante? Est-ce que tu t'intéresses à ce secteur depuis le début de ton mandat, ça fait déjà 4 ans. Est-ce qu'en 4 ans, tu as vu un progrès? Voilà, porte une appréciation avec un peu de recul, déjà un peu de hauteur. Alors, je vois beaucoup de progrès, notamment ces derniers mois. Je dois dire qu'il y a eu une accélération ces derniers mois. À mon sens, et vu de l'extérieur, c'est toujours trop lent. C'est-à-dire que j'aimerais que les administrateurs de biens... Tu es impatient. Voilà, peut-être impatient, mais en tout cas, il y a aussi cette urgence qui est là et dont il faut prendre compte. Mais je vois quand même qu'il y a une volonté partagée et que ceux qui étaient les plus réticents finissent par s'y mettre parce que voilà, ils y voient des opportunités, ils y voient l'amélioration aussi de la qualité de travail, parce que le numérique, c'est aussi ça, c'est aussi faciliter son travail, son propre travail de professionnel, de conseil au quotidien. Et donc voilà, même si je regrette que parfois ce soit un peu lent, je note quand même beaucoup d'efforts qui sont faits et je suis là aussi optimiste sur le rythme qui est pris. Le législateur est optimiste. Moi, je pense que ça ressemble à une conclusion de débat. Merci beaucoup. Messieurs, on n'avait pas tout à fait atteint la parité, n'est-ce pas, Michael? Parce qu'il y tient beaucoup. Voilà, on va dire que la qualité de la débatteuse qui est à ta droite compensait un peu. Mais tu vois, on se soigne. La première table ronde de la journée, ça n'allait pas du tout. Ça va mieux là. On sera bientôt paritaire. Voilà, en tout cas, on y arrive. Henri, non, mais je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'Henri l'a rappelé ce matin. J'avais pris l'engagement de ne pas participer à des débats publics où il n'y avait pas de femmes qui participaient. Donc d'être qu'entre hommes, ça me met un peu mal à l'aise de discuter parfois qu'entre hommes. Et je note que dans tous les débats que tu animes, tu as à cœur aussi d'avoir cette parité au maximum. Et je trouve que c'est à saluer parce que ce n'est pas le cas partout. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, on se soigne. Voilà, la prochaine édition du RENT. Allez, je le prends comme un engagement. Je vais engager les organisateurs, Stéphane Scarella. On va avoir la parité l'an prochain. Bon, merci beaucoup. Merci Roselyne. Merci à Sylvain. Merci beaucoup à Michael d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite, je pense maintenant, une bonne fin de première journée de Salon RENT. L'ambiance est bonne, il y a des bonnes vibrations. Que ça continue, que ça dure. Merci.